Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous avons le plaisir d'accueillir une super invitée, Justine, une personne aux multiples talents et une féministe passionnée et engagée. Justine n'est pas seulement une professionnelle accomplie avec une diversité impressionnante de compétences, elle est également une voix puissante pour l'égalité, le respect et l'inclusion. Dans cet épisode, Justine nous emmène dans les coulisses de son parcours, de ses projets qui s'entrecroisent et des causes qui la motivent chaque jour. En entrepreneuriat, en associatif, et aussi en politique et en engagement pour le droit des femmes, elle a su tisser un réseau d'action et des idées pour faire bouger les lignes. Bonjour Justine. Bonjour. J'aimerais bien commencer cette interview par une question brise-glace. Quelle est l'idée la plus folle que tu as eue et qui a réellement fonctionné dans ton parcours pro ou perso, au choix évidemment? Je pense que l'idée la plus folle, le truc le plus difficile que j'ai dû faire, enfin que j'ai fait, pas que j'ai dû faire parce que j'avais pas d'obligation à le faire, c'est d'exposer mes dessins. Et ça paraît pas du tout cohérent avec tout ce que tu viens de raconter juste avant sur moi, mais en effet j'ai une casquette d'artiste et je dessine beaucoup et c'est ce qui me permet aussi de vider mon cerveau plein de fois. Le truc le plus difficile, ce que j'ai ressenti être le plus fou, le plus presque insurmontable, et j'ai fini quand même par le faire, mais bien entouré et bien poussé, ça a été de poser les premières mais en fait non, pas les premières, chaque exposition que j'ai faite, ça a été quelque chose de très particulier, parce que c'est l'art, c'est quelque chose qu'on contrôle pas, enfin en tout cas l'interprétation que les gens en font, et du coup c'est vraiment des morceaux de moi qui sont mis à nu entre guillemets. Je pense que c'est ça le truc le plus fou et le plus difficile. J'ai fait plein d'autres choses fous et difficiles, peut-être du point de vue des autres personnes, mais en tout cas pour moi c'est cette chose-là qui a été la plus folle. C'est vrai que ça touche un petit peu à l'intime aussi quand tu révèles à travers l'art des parts de toi, donc ça peut se comprendre. Vaste question, mais qui es-tu, Justine? Alors, qui je suis? Justine Dubourg. J'ai 35 ans. Mon activité principale, c'était d'être à mon compte en tant qu'entrepreneuse. Je suis consultante en stratégie d'entreprise et je fais de la gestion de projets externalisés. Et tout ça uniquement pour des projets qui sont engagés. C'est-à-dire que j'ai la chance, entre guillemets, de choisir mes clients et de ne travailler qu'avec des personnes qui ont, de manière très modeste, et ils le disent souvent pas comme ça, envie de changer le monde. Et en fait, moi, c'est ça qui m'anime dans ce métier, c'est entreprendre, bon, ok, pourquoi pas, j'aime l'indépendance que ça donne, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un impact positif sur le monde qui m'entoure. Et du coup, ça c'est ma première casquette, mais j'ai beaucoup d'autres casquettes. Je suis fondatrice et présidente d'une association qui est là pour rendre plus visibles les femmes de l'économie tourangelle. C'est l'association Touraine Women. L'idée, c'est qu'on porte différentes actions pour visibiliser les femmes qui sont entrepreneuses, mais pas que, en fait, qui participent à l'économie du territoire. Et en fait, on a des actions, mais on a aussi un plaidoyer fort, on a des discussions parfois avec les médias, avec les élus, pour justement essayer de mettre plus en avant les femmes du territoire. Quand je dis plus, c'est à égalité avec les hommes, mais on en est tellement loin qu'il faut passer par un moment où on met en place on met en visibilité les femmes. Voilà, et peut-être qu'à un moment on arrivera à faire ça à égalité. En ce moment, je suis aussi coprésidente d'un conseil de développement de la métropole de Tourval-de-Loire. C'est une instance de démocratie participative et en gros, ce sont des citoyens et des citoyennes qui se réunissent pour donner des avis sur les politiques publiques qui sont menées à la métropole de Tours. C'est très intéressant, c'est très prenant, c'est très nourrissant aussi parce que j'apprends sur un tas de sujets. Et en fait, le lien entre tout ça, c'est que c'est des manières différentes d'avoir un impact sur mon environnement, de ce qui se passe autour de moi. Et c'est pour ça que je fais tout ça, en fait. Voilà. Enfin, c'est le lien que j'y vois et la cohérence que je vois au travers de ces expériences. Je suis aussi tatie d'une petite fille et d'un petit garçon qui sont juste incroyables. Je danse et évidemment, j'en ai déjà parlé, mais je dessine et je peins aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel et comment tu es arrivée
à créer tout ça et à créer l'asso et ta structure? Alors en fait, c'est une suite d'opportunités. Quand j'étais au lycée, je voulais faire du design industriel. J'étais pas assez talentueuse pour rentrer dans des écoles de design. Du coup, il fallait que je trouve une autre solution pour réussir à arriver à ça. Et du coup, j'ai fait un DUT en sciences et génie des matériaux, une licence en génie mécanique au Danemark, et j'ai fini par faire un master en management de l'innovation et du design industriel. Et là, j'ai adoré ce master de gestion de projet. En fait, je pense que gestion de projet, plus avoir une vision stratégique du projet, en fait, c'est vraiment ce qui m'anime et ce que j'adore. En fait, c'est réussir. Mais quand je joue à un jeu de société, c'est pareil. Hein. Donc, c'est vraiment, je veux gagner, je veux réussir. Et du coup, en fait, j'ai commencé ma carrière dans une agence de design qui s'appelle RCP Design Global, qui fait des tramways un peu partout dans le monde, dont la dirigeante est absolument fabuleuse et tellement inspirante que, en fait, j'avais cette femme entrepreneuse en face de moi. Et je me disais, mais en fait, je veux être comme elle plus tard. En fait, j'ai travaillé une grosse partie, enfin, j'ai mes premières années après mes études, j'ai travaillé chez Régine. À un moment, j'ai décidé de prendre mon envol et de créer ma première entreprise. Et du coup, c'était il y a à peu près 8 ans. Je ne savais pas du tout ce que j'allais créer comme entreprise. J'avais juste très envie d'être entrepreneuse. De fil en aiguille, j'ai écouté des podcasts, je me suis renseignée sur moi-même, j'ai lu beaucoup et j'ai fini par me poser une question qui a été déterminante pour moi à ce moment-là, c'est pourquoi les gens viennent te demander de l'aide. Et en fait, très naturellement, la réponse était que depuis, ça faisait 5 ans peut-être, que les gens voulaient s'associer avec moi dans des entreprises. Et ça, que ce soit dans le milieu perso ou dans le milieu professionnel. Ils voulaient que je travaille sur la stratégie de leur entreprise, qu'ils voulaient que je développe leur activité ou que je les aide à développer leur activité. Et de manière totalement... je suis arrivée dans un stage dans une start-up de design. J'étais ravie parce que je me disais, je vais enfin pouvoir faire du design, génial. Et non, le dirigeant m'a dit, non, toi, t'as pas compris, en fait, tu vas faire de la stratégie d'entreprise. Et moi, j'étais, mais je sais pas faire ça. Et en fait, visiblement, il avait vu en moi quelque chose que moi, à ce moment-là, je ne voyais pas. Moi, j'étais un peu jeune aussi, donc on voit pas toujours tout le temps. Et en fait, Régine, donc dans l'agence de design, avait eu exactement le même processus avec moi. Non, toi, tu feras pas de design. En fait, c'était pas du tout ton talent. Donc finalement, voilà, c'était pas mon talent. Mais par contre, ce que tu feras, c'est de la stratégie et du développement de projet. Et donc, c'est ce que j'avais fait chez elle. Et donc, quand j'ai eu cette révélation, finalement, je me suis dit, OK, et ben finalement, c'est ça que je vais faire. Je suis consultante en stratégie d'entreprise. Et là, d'un coup, je n'y attendais pas du tout. Mais quand on a, je crois que j'avais 27 ans, et qu'on dit je suis consultante en stratégie d'entreprise, tout le monde ne nous porte pas beaucoup de crédit parce qu'on s'attend plutôt à un homme de 60 ans, blanc, en costume cravate, et que du coup, j'ai eu vraiment l'impression que c'était le début des difficultés. Après ça, rapidement, on m'a proposé un poste de responsable d'un incubateur de start-up. Là aussi, j'avais donc genre 28 ans et c'était une opportunité en or. Pour l'âge que j'avais, et donc j'ai accepté. Et c'était une opportunité incroyable. J'ai appris énormément. J'ai adoré. J'ai managé mes premières équipes comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Mais c'était dans un contexte très dur, avec du sexisme en permanence, du racisme aussi en permanence. Enfin, c'était vraiment pas simple comme environnement. Et le début, moi aussi, de ma prise de conscience, ma nièce justement est née à ce moment-là. Et le début de la prise de conscience, de me dire, mais attends, mais c'est ce monde-là dans lequel elle va vivre. Je suis pas sûre d'avoir envie de participer à ça. J'en suis partie de cet incubateur de start-up. Après, j'ai géré un autre incubateur à Tours cette fois-ci. Je l'ai lancé, je l'ai géré. C'était pour des entreprises éco-responsables. C'était super intéressant, facile par rapport à la grosse structure que je gérais juste avant, mais intéressant. En parallèle, j'ai créé du coup l'association Touraine Women. Alors ça s'est pas créé comme ça, c'est que dans mon parcours, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je suis en train de revenir en arrière, mais quand j'étais étudiante, j'ai découvert l'entrepreneuriat avec un événement qui sont les Startup Weekend.
qui sont des concours de création d'entreprise en un week-end. En fait, moi, ma famille, ils sont tous dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que mes parents sont dans l'éducation nationale, leurs compagnons et compagnes respectifs sont dans l'éducation nationale. Enfin, vraiment, mon environnement était très, très éducation nationale. Et donc, à la fois, toutes les opportunités, enfin, tous les métiers étaient ouverts, tous peut-être, sauf celui d'entrepreneur ou d'entrepreneuse, parce que finalement, c'était tellement en dehors de la culture familiale que voilà, c'était pas forcément le truc vers lequel on m'avait dit que je pouvais aller, quoi. Enfin, c'était pas une porte qui était très ouverte. Et je participe à un week-end pendant que je suis en master à ce Startup Weekend à Nancy, j'étais à l'époque. Et là, je sors de ce week-end en me disant, mais en fait, on nous dit que c'est la politique qui change le monde, mais finalement, les entrepreneurs et les entrepreneuses peuvent le faire aussi, puisque en proposant des alternatives, ils peuvent aussi proposer aux citoyens et aux citoyennes et aux consommateurs et consommatrices de consommer différemment. Et ça m'a totalement interpellée et je pense que ça a été une vraie prise de conscience aussi, un peu inconsciente au départ, mais de ce qui allait se passer après sur mon chemin. J'ai très souvent, dès qu'on m'a sollicité, j'ai très souvent été mentor dans les Startup Weekends, c'est-à-dire que je venais aider les équipes pendant le week-end. Et on me donnait souvent la parole au début pour faire un petit mot de mise en énergie. En 2019, c'était à Blois, je me souviens, je fais mon mot de mise en énergie et je me dis, et je leur dis, vous aussi, les meufs, en fait, n'hésitez pas à prendre la parole et à proposer un projet et peut-être à être chef de projet par la suite. Parce qu'en fait, habituellement, sur 30 projets qui sont proposés, il y en a 3 qui sont proposés par des femmes. Et en fait, vous aussi, vous avez la place, quoi. Vous pouvez le faire, c'est le moment d'y aller, quoi. Et en fait, de 3 projets, on est passé à 6 projets. Et je me suis dit, ok, s'il suffit de le dire pour que ça double le nombre de femmes qui proposent des projets, et ben on va essayer de faire un événement à plus grande ampleur. Et on a fait le premier Startup Weekend Women de Tours, où en fait, c'était en mixité, mais uniquement les femmes pouvaient proposer un projet et ensuite manager l'équipe qui travaillait sur le projet pendant tout le week-end. Et en fait, ça a été tellement incroyable comme expérience, ça a été tellement exceptionnel, les retombées ont été tellement positives, les participantes et participants ont été tellement enjoués et ça a tellement, je pense, eu un impact, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, eu un impact pour la suite, pour leur parcours, qu'on a eu envie de créer une association qui s'appelle Toi Humaine, du coup, enfin, on y arrive, qui en fait était là pour porter ce genre d'action. Mais en fait, quand on a lancé, on savait pas très bien ce qu'on allait faire avec cet outil finalement. Je vous passe plusieurs étapes, mais aujourd'hui, du coup, j'ai relancé ma boîte depuis à peu près 1 an de consulting et gestion de projet. Je crée des équipes projets pour répondre à des demandes de mes clients où je fais du consulting plus classique en fait et où j'accompagne des équipes directement à réussir à mettre leurs projets engagés en place et à ce que ce soit pérenne sur du long terme. Et voilà. Je crois que mon parcours, il est résumé en 3 millions d'années, mais Tu nous l'as déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce qui t'a poussé du coup à t'engager vraiment dans la promotion des femmes à travers ton association? Je veux bien qu'on revienne là-dessus ouais, plus en bien sûr. détail. Alors en fait, en réalité, je crois que c'est tout un tas de déclics au fur et à mesure de mon parcours. Finalement, j'ai toujours été parfois très en colère sur des choses que je ne savais pas expliquer à certains moments. Et où maintenant, je me dis, mais oui, mais en fait, c'est des choses sexistes. Je ressentais juste l'injustice, mais je savais pas l'expliquer parce que j'avais pas exactement les clés. Donc finalement, j'ai toujours ressenti ces injustices sans savoir trop. Et après, il y a eu tout un tas de déclics. J'ai eu une meilleure amie qui a commencé à me parler de féminisme, où je disais oui, non, mais moi je suis pour l'égalité, je suis pas féministe. Et en fait, au fur et à mesure des discussions qu'on a eues, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose, être féministe et être pour l'égalité. Et que finalement, si on disait qu'on n'était pas féministe, enfin le contraire, c'est être sexiste. Donc, voilà. Et c'est ce genre de petite prise de conscience qui a fait qu'ensuite j'ai lu un livre sur le sujet. C'était une BD, un truc très simple, où je me suis dit, ah mais en fait ça touche toutes les femmes finalement, ces trucs que j'ai trouvés injustes. Et après, donc il y a eu aussi la naissance de ma nièce évidemment, où quand mon frère m'a annoncé, juste avant sa naissance d'ailleurs, m'a annoncé que c'était une petite fille,
je me suis dit, mais en fait, elle va vivre dans le même monde que moi, pas dans le même monde que mon frère. C'est-à-dire que les violences sexistes et sexuelles qu'on a pu vivre, et je dis on parce qu'en fait, toutes les femmes, finalement, ou quasiment toutes les femmes en vivent, elle peut les vivre aussi juste parce qu'elle est une femme. Le fait de se battre contre des inégalités salariales, ce que je venais de vivre aussi dans mon poste précédent, elle peut le vivre juste parce que c'est une petite fille, une future femme. Le fait de devoir se battre 3 fois plus que les hommes, pas que tout le monde, que les hommes, pour avoir un poste, pour être une athlète de haut niveau, pour faire carrière au cinéma, j'en sais rien, ce qu'elle voudra faire, mais en fait, il faudra qu'elle se batte 3 fois plus et avec 3 fois plus de remarques misogynes et dégradantes. Et en fait, c'est tout ça où je me suis dit, finalement, j'ai envie qu'elle sache, parce que c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pour elle au final que je suis passée à l'action. J'ai envie qu'elle sache que quand elle sera plus grande, elle aura une personne de référence sur ces sujets si elle a besoin d'en avoir une, et que on peut faire différemment, et que on peut être une pirate à sa manière, et que ça marche quand même. Enfin voilà, et que les choses elles se passent quand même bien. Et j'avais envie d'être un mini modèle entre guillemets familial si elle en a besoin plus tard en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui a tout déclenché pour ma prise de conscience pour la suite. Comment sensibiliser des personnes qui se rendent pas forcément compte à l'heure actuelle, peut-être qu'elles vivent justement des remarques sexistes, des injustices, qui ont, comme toi au début, ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas, mais qui n'arrivent pas à poser le mot dessus. Comment les sensibiliser et quoi faire en fait pour qu'elles aient le déclic. Je suis pas sûre qu'il y ait une formule magique. Déjà, on peut commencer par ça. C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle peut dépendre d'énormément de choses, de notre éducation, de notre environnement, des gens qui nous entourent, du contexte, parfois de la violence des situations qu'on a vécues, parce que le cerveau humain est aussi fait de manière à ce que on trouve normal des choses qui ne le sont pas trop pour essayer de nous protéger. Enfin, genre, il y a beaucoup de choses. Et donc, je pense déjà qu'il ne faut pas forcer les gens à avoir une prise de conscience. On peut pas le faire. Et aussi, parce que ça peut être violent. En fait, ce chemin du féminisme, il commence par une prise de conscience. Et après, pendant le chemin, à un moment, on se retourne sur tout ce qu'on a vécu toute notre vie et on le regarde avec un nouveau prisme, avec des nouvelles lunettes, et on se rend compte finalement de toutes les injustices qui ont pu être vécues tout au long de notre vie. Bon, quand on a 30 ans, ça fait que 30 ans à regarder en arrière. Quand on en a, je sais pas, 60, 65, 70, ça fait 70 ans. Et parfois avec l'impossibilité totale, parce qu'avec des situations qui sont très violentes et qui ont réellement impacté les femmes, leur corps, leur psyché. Et du coup, je pense que il faut être hyper bienveillante avec les personnes qui peuvent pas ou qui veulent pas aller sur ce chemin pour mille et une raisons. Et après, si on sent qu'il y a une brèche de compréhension, que la personne elle a envie de comprendre le sujet, sans forcément être d'accord, et on sait que parfois tout le monde ne sera pas convaincu, mais si il y a ce début de brèche, de débat, dans ce cas-là, oui, en fait, il faut y aller. Alors, moi, ça a été des podcasts. Le podcast, je pense, qui m'a énormément appris. Et j'en ai un peu honte parce que c'est un homme qui le fait, mais à la fois, il est tellement bien et tellement bien fait que c'est mansplaining. Qui d'ailleurs joue sur le fait que c'est un homme qui le fait et qui vient, mais en fait son point de vue, son angle est tellement égalitaire, et il donne toujours la parole aux femmes, et vraiment lui-même se remet en question sur ses propres biais sexistes en permanence, et c'est hyper intéressant. Et moi, ça m'a aidé à déconstruire beaucoup de choses aussi, parce que c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'a pas de biais sexistes, parce qu'on est dans une société qui est sexiste. On est dans un environnement familial qui parfois l'est aussi. On a des amis qui peuvent l'être. Et du coup, nous-mêmes, on doit continuer à se déconstruire au fur et à mesure. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de féministe parfaite, quoi, en fait. Et c'est ok, c'est normal, il n'y a pas d'humain parfait, de toute façon. Et c'est aussi ça, peut-être, dans le discours qu'on a avec les personnes autour de nous, à mettre en avant. C'est-à-dire que c'est pas tu es féministe ou tu n'es pas féministe. Enfin, c'est un chemin, en fait. Il y a une prise de conscience où tu te dis, ok, je pense que je suis plutôt d'accord avec le féminisme. Mais après,
tu te transformes pas d'un coup en sorcière qui veut buter tous les hommes, quoi. Genre, mais genre, Heureusement. non, mais oui, heureusement. Et c'est aussi en fait lutter contre ces stéréotypes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un moment, peut-être aujourd'hui un tout petit peu moins, mais il y a eu un moment où le mot féministe, déjà, quand on le disait, tous les gens tordaient du nez en disant non, moi je manifeste pas les seins nus dans la rue. Oui, non, mais moi non plus en fait, et pourtant je suis féministe. Enfin, et clairement, moi, c'est pas mon mode de lutte n'est pas de manifester les seins nus dans la rue. Mais il y a à peu près autant de modes de lutte que de féministes. Et c'est cool, on a besoin justement que chacune fasse ce qu'elle ressent être important pour cette cause-là, en fait. Donc voilà. Intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des personnes qui prendront peut-être jamais ce chemin, ou d'autres qui le prendront, mais qui avanceront à leur rythme, d'autres qui vont aller très vite. Enfin, Bah, donc ça pour déculpabilise aussi rappel, d'un côté. Ouais. on enregistre ce podcast le jour de l'annonce de l'élection de Trump. Donc, on peut que se dire que oui, mais oui, c'est terrible. On peut que se dire que clairement, tout le monde ne sera pas convaincu. On en est là pour que Trump soit élu. Il est ouvertement, alors il a dit ouvertement qu'il était féministe, mais quand on lit et quand on comprend un peu, il est ouvertement sexiste et violent, parce qu'il a Oui. aussi eu des procès violents envers les femmes, et pas que visiblement, mais au moins envers les femmes. Et donc, non, clairement, on voit bien que finalement, aujourd'hui, en tout cas dans la société dans laquelle on est, être sexiste, être violent, être un agresseur n'empêche rien pour les hommes, et notamment n'empêche pas d'être président des États-Unis. Ça serait banalisé en fait au final. C'est ça. Et ça me fait rebondir juste, et après j'aurai une autre question pour toi, mais ça me fait Ouais. rebondir aussi sur le procès Marzan de Madame Pellicot, qui en fait c'était des hommes dits normaux et des bons pères de famille, je cite les témoignages. Donc en fait ça peut être vraiment n'importe qui et pas juste comme des fois on l'a en tête, quelqu'un qui souffre d'une pathologie psychiatrique ou de déviance. Alors même si pour moi du coup c'est de la déviance, mais Oui. ça reste en fait un oncle, un frère, un ami, n'importe Et qui, c'est quoi. même super important à mettre en avant, c'est que les agressions, notamment sexuelles et les viols, disons ce mot moche et horrible, Mm. euh, mais c'est, je crois, quasiment 90% du temps ou 80%, j'ai plus la stat exacte, mais c'est un pourcentage énorme qu'on n'imagine pas qui est réalisé par l'entourage de la victime. C'est des gens que la victime connaissait. C'est Mm. pas quelqu'un qui te viole dans la rue, dans une rue noire. Enfin, genre, en fait, en tant que femme, on a souvent peur dans la rue de marcher, etc. Mais en fait, finalement, on devrait avoir plus peur dans nos foyers. C'est ça qui Mm. est grave, en fait. C'est que tant qu'on n'éduque pas les hommes à se comporter correctement, parce qu'en fait, c'est même pas mieux se comporter, c'est se comporter de manière acceptable, simplement, envers les femmes, on sera jamais en sécurité, en fait. Enfin, genre, et je veux pas être alarmiste. Personnellement, je me sens en sécurité. Mais, en effet, c'est tout le monde. C'est-à-dire que oui, à un moment, faut se méfier. En permanence, on est sur notre qui-vive, quoi. Un peu comme quand on marche dans la rue, finalement. C'est un peu tout le temps pareil. C'est le quotidien de toutes, ça c'est C'est sûr. ça. Et c'est pas le quotidien de tous. C'est Non. ça qui. Mm. Si, à la limite, ce serait pas bien, mais si à la limite, c'était le quotidien de toutes et de tous, on pourrait se dire, bon, le problème, il est sociétal, autrement. Non, là, c'est le quotidien de toutes. Et peut-être de quelques-uns aussi pour d'autres critères, d'autres stéréotypes dans la. Mais voilà, globalement, nous, les femmes, on se sent pas en sécurité dans la rue, par exemple. Et Mais faire être enfermé dans une forêt avec un ours, quoi. et j'avais eu une remarque, c'était que les hommes aussi avaient peur de se faire agresser. Et en fait, je m'étais dit, oui, mais par qui, du coup? Par d'autres hommes aussi. Donc, finalement, le problème, il vient pas de nous, les femmes, il vient de vous, les hommes. Donc, si Ouais. toi aussi t'as peur de te faire agresser par un homme, bah, c'est bien qu'il y a un problème, quoi. Il y a un très bon bouquin aussi sur le sujet. Alors, j'en parle, mais je ne l'ai pas tout à fait lu. J'en ai lu des extraits. Ça s'appelle Le coup de la virilité. Et ça explique exactement ça. C'est que finalement, cette soi-disant virilité, elle a un coût pour la société qui est énorme. Et notamment parce que en prison, il y a majoritairement des hommes. Enfin voilà. Et c'est vraiment très intéressant aussi à prendre en compte, c'est que finalement, le féminisme, avoir une société plus égalitaire, en fait, on serait tous et toutes gagnants, quoi.
Donc, bon, ce serait peut-être Faut bien. peut-être y réfléchir quand même. Ouais, c'est ça. Il y a aussi des enjeux financiers, ce qui est quand même assez. Souvent, c'est des arguments qui peuvent parler à nos politiques, notamment. On va revenir du coup à toi, ta mission. Quelle est la mission principale de ton association et quel objectif poursuis-tu pour les femmes? Alors, mon association, c'est une toute petite partie de mon engagement finalement. C'est-à-dire que Touraine Women, ça a été le début de mon engagement pour les femmes, pour le féminisme, parce que je me disais, bah, il faut commencer quelque part. Et ce que je sais faire finalement, c'est l'entrepreneuriat, l'économie et ce genre de choses. Et donc, Touraine Women, sa mission, c'est de rendre plus visibles les femmes de l'économie tourangelle. En gros, on a une sorte de mission de dénoncer quand dans la presse économique locale, il n'y a que des hommes qui sont dans les pages des magazines. On dénonce à d'autres manières en organisant un concours pour récompenser 10 femmes du territoire tous les ans. Et pour nous, c'est important parce que justement, c'est répondre à d'autres concours d'entrepreneurs en général, donc les femmes et les hommes mélangés en mixité, où parfois il y a quasiment que des hommes qui montent sur scène et où on nous dit mais c'est pas de notre faute, c'est parce que les femmes elles candidatent pas. Mais oui, en fait, il est possible que ce soit vrai que les femmes ne candidatent pas. Quelle est votre communication sur le sujet? Comment vous allez chercher les femmes? Comment vous faites en sorte que les femmes elles se sentent concernées par ce concours? Et nous, avec Touraine Women, on arrive à avoir des années à 116 candidatures. Là, cette année, on en a 96. Enfin, je veux dire, des femmes qui candidatent, il y en a. Il suffit juste de savoir leur dire de candidater et d'aller les chercher. De leur donner le sentiment de légitimité aussi à candidater. C'est souvent le problème avec d'autres choses. Et donc, du coup, voilà, l'association, sa mission, c'est vraiment ça. À la fois, c'est devenu un réseau. Donc, l'idée, c'est que les femmes puissent se connaître pour se faire travailler aussi entre elles et se recommander. Mais au départ, c'était vraiment plus quelque chose de très engagé, mais de fait, c'est devenu un réseau. Aujourd'hui, on est quasiment 200 adhérents et adhérentes sur l'association. C'est ça la mission. Et après, ta deuxième question dans ta question, je sais plus ce que c'était. C'était les objectifs que tu poursuis pour les femmes? Sincèrement, mes objectifs pour les femmes, c'est très compliqué comme question parce qu'en fait, mon objectif final, c'est que il n'y ait plus besoin qu'on agisse parce que on sera dans une société égalitaire et que ma nièce, elle risquera rien, elle aura pas à se battre pour avoir le même salaire qu'un homme, elle aura pas à se méfier de quoi que ce soit. Enfin voilà, ça c'est mon objectif final évidemment. J'adorerais être au jour où on n'aura plus besoin de Touraine Women et où on arrêtera parce qu'on dira mais en fait ça n'a aucun sens aujourd'hui dans cette société magnifiquement égalitaire. J'adorerais, j'ai hâte qu'on y soit, je sais pas si on y arrivera, j'aimerais vraiment. Et évidemment Touraine Women n'agit que sur la partie économique et que sur le territoire. Moi à titre personnel, je suis aussi militante féministe. J'ai des actions que je tiens à faire, mais vraiment qui me sont personnelles, notamment contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire que je fais en sorte de rappeler les numéros d'urgence. Ça peut paraître pas grand-chose. Mais en fait, et d'ailleurs, je le fais que quand j'ai la possibilité énergique, en termes d'énergie, de le faire. En fait, en réalité, en faisant ça, j'ai eu de très nombreuses fois des victimes ou des proches de victimes qui avaient besoin soit de discuter, soit d'un process en fait pour savoir comment faire pour soit porter plainte, soit pour aller mieux en fait. Et du coup, en réalité, rien que partager ces numéros d'urgence et dire je te crois, quoi qu'il arrive, si tu as vécu une agression et que tu veux m'en parler, je te croirai de toute façon. Et tu peux être en confiance, on peut en discuter. Rien que de faire ça, en fait, c'est un acte très engagé. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des victimes, quand elles en parlent, on commence par remettre en doute leurs paroles. Et c'est un vrai exercice parce qu'on est conditionné à ça. C'est un vrai exercice que de dire de toute façon, je te crois. Parce qu'on est conditionné à ce que les premières questions soient mais attends, mais t'as fait quoi? Tu t'es comporté comment? Mais t'es sûr que t'as dit non? Ah, ouais, ok. Alors, on est conditionné à avoir ces premières questions. Mais en vrai, c'est horrible. Imaginez le jour où on vient vous cambrioler chez vous et les premières questions sont mais attends, t'es sûr que t'avais bien fermé à clé et t'avais pas peut-être que t'avais mis une jupe trop courte à ta porte. Non, en fait, on remettrait jamais en question d'autres types d'agressions.
Et donc, à un moment, c'est vraiment objectifier les femmes que de se comporter à poser des questions sur ce qu'elles ont pu faire ou ce qu'elles pouvaient porter. Et donc, juste de dire je te crois si tu as besoin d'en parler, je te crois. De toute façon, si tu t'es senti agressé, il n'en avait pas le droit. Et il y a des choses qui peuvent t'aider, et souvent, les choses qui peuvent aider, c'est pas forcément moi, hein, c'est juste de redire, bah, tu peux appeler le 3919, tu peux appeler le CIDFF, en fonction de la situation dans laquelle tu es, ou tu peux aller aussi directement vous porter plainte déjà aussi, pardon, j'avais oublié, mais c'est quand même une des premières choses, même si c'est très compliqué, on le sait, voilà, il n'empêche que c'est une chose qu'il faut faire pour plein de démarches par la suite, on est un peu obligé d'y passer, et tu peux aussi aller voir un médecin pour faire constater si tu as n'importe quelle blessure sur ton corps. Et ça, c'est hyper important. Et évidemment, donc ça, c'est une partie sur les violences. Et évidemment, après, dans ma vie quotidienne, je lutte d'une manière douce, hein, parfois, et d'une manière plus forte d'autres fois. Mais dans ma vie quotidienne, ma posture, mes remarques, mes retours, ma manière d'essayer de parler, et fait que je suis engagée. J'essaie de féminiser tout ce qui n'est pas féminin dans mon langage. Alors, que ce soit par écrit ou à l'oral, je le fais pas parfaitement. Mais je me dis, si demain ma nièce a entendu que je suis coprésidente et pas coprésident d'un truc, elle pourra se dire que bah, peut-être que demain elle pourrait être aussi coprésidente ou voire même présidente. On lui Ce que je veux souhaite. dire, c'est que l'importance du langage, pour moi, est juste absolue, en fait. Si on veut un monde égalitaire, si on veut une société égalitaire, ça commence par avoir un langage qui l'est aussi. Et c'est pas facile parce que notre langage est sexiste et empreint de patriarcat. Et donc, en fait, c'est tout ça. J'essaie de faire tout ça tout en paraissant pas trop bizarre, quoi. Genre, pour m'intégrer à peu près dans la société et dans les fonctions que j'ai envie d'avoir et ce que je fais. Il y a le langage, mais il y a aussi, donc je fais beaucoup de réunions avec différents profils de personnes, des élus, des entrepreneurs et des entrepreneuses, des citoyens, des citoyennes. Et en fait, il y a une chose, par exemple, quand on coupe la parole aux femmes. C'est prouvé qu'on coupe la parole aux femmes à peu près 3 millions de fois. Évidemment, ce chiffre n'est pas le bon. Je suis très nulle en chiffres, hein, mais on coupe la parole aux femmes beaucoup plus souvent qu'aux hommes. Et c'est vraiment du sexisme, mais inconscient la plupart du temps. Et donc aujourd'hui, je fais en sorte de toujours faire remarquer quand on m'a coupé la parole de cette manière qui semble sexiste, inconsciente. Et ça, je le fais pas que pour moi et pour finir ma phrase, mais je le fais aussi pour toutes les femmes qui sont dans la salle pour qu'elles se disent qu'elles peuvent le faire aussi. Parce que je sais que ce sujet-là, c'est pas que moi. Limite, moi, aujourd'hui, avec les fonctions que j'ai, presque on m'écoute plus. Et donc, c'est vraiment plus pour que les femmes qui sont dans la salle puissent se sentir à l'aise, en confiance, pour refaire ça aussi à leur moment quand on leur coupe la parole. Et donc, c'est vraiment tout un tas de petites choses que je fais et qui sont mais oui, c'est du quotidien, en fait, cet engagement pour les femmes. Tu vois, toi, au quotidien, quelles sont les plus grandes difficultés que rencontrent les femmes? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Peut-être que justement, ça pourra aider des personnes à mettre le doigt dessus et à les remarquer, peut-être être plus attentif ou attentive par la suite. Bon, mais on est la bonne semaine pour se dire, donc vendredi, à partir de 16h48, je crois, je suis pas exactement sûre, vous voyez que mes chiffres sont pas les bons, mais aux alentours de 16h48, les femmes commencent à travailler gratuitement, entre guillemets. C'est-à-dire que les différences de salaire entre les hommes et les femmes pour des travaux égaux sont à peu près aux alentours de 28%. Et du coup, ça veut dire que on commence à travailler bénévolement. Enfin, si on était payé correctement, on arrêterait de travailler maintenant. Enfin, en tout cas, vendredi. La précarité, enfin la pauvreté, est une des premières, inégalités sexistes, en fait. C'est-à-dire que quand on se dit que les femmes, alors la précarité touche aussi certains hommes, évidemment, d'accord. Mais il n'empêche que quand les femmes travaillent pour le même travail, elles sont moins payées. Quand les femmes sont en congé maternité, du coup, après le congé parental, elles le prennent très souvent parce que c'est elles qui sont moins payées et que du coup, pour assurer
l'équilibre du foyer, c'est plus simple de le faire de cette manière. Enfin, et en fait, tout ça, ça a des répercussions notamment sur leur carrière, mais pas que. Sur leur sentiment d'être maman, d'en avoir marre de leurs enfants, mais de ne pas pouvoir le dire. Mais en même temps, quand on est au quotidien avec des enfants, c'est un peu logique de parfois en avoir ras-le-bol. Même si on les aime très très fort, hein, c'est pas la question. Ces inégalités salariales, c'est une première chose qui pour moi, c'est très visible et c'est très palpable puisqu'on a des chiffres de ça, on a des études qui le démontrent. Donc ça, c'est juste une réalité, c'est pas les féministes hystériques qui disent ah là là, non, c'est une réalité. Tous les chiffres disent qu'il y a des inégalités salariales. On peut les discuter, mais même quand on les discute, les inégalités restent. Enfin, c'est-à-dire ce qu'on peut discuter, c'est oui, mais c'est temps partiel, c'est pas temps partiel, c'est machin, ces trucs. Même si on lit ça et qu'on fait sur exactement les mêmes types de contrats, il reste des inégalités salariales. Donc, de toute façon, les chiffres disent ça. Donc, ça, c'est une première chose. Et après, on en parlait tout à l'heure, mais en dehors de la sphère professionnelle, mais ça a aussi des répercussions. Quand on a toute peur de marcher dans la rue dans la nuit, mais en fait, ça a des répercussions sur toute notre vie, par exemple. Aller à un événement de réseautage le soir quand on est entrepreneuse, bon, je sais pas trop, parce que si je dois rentrer après, enfin, en fait, il y a tout ça autour. C'est-à-dire que, en fait, le sujet n'est pas simple du tout. Les inégalités, elles sont tellement partout. Et ça a tellement des répercussions sur du coup tout le reste et donc ça amplifie les inégalités que du coup la réponse elle n'est pas hyper simple à ta question. Et évidemment dans les inégalités il y a le travail domestique qui n'est toujours pas partagé à 50-50 et même en étant féministe, quand on le vit soi-même, c'est pas simple en fait comme sujet parce qu'on est totalement conditionné, on est totalement éduqué à avoir un rapport aux tâches domestiques qui est fondamentalement différent, même avec des hommes qui pourraient être pourtant très déconstruits. Et vraiment, en fait, c'est juste qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement, pas parce qu'on est biologiquement différent, parce qu'on a été conditionné dès notre naissance à avoir le comportement d'une petite fille ou le comportement d'un petit garçon. Et donc, depuis notre naissance, et même des études disent que c'est même avant, quand on est dans le ventre de la mère et qu'on connaît le sexe de l'enfant, on est préparé à être une femme ou à être un homme. Et en fait, ça conditionne, ça influence tous les comportements qu'on a et tout ce qu'on croit devoir faire, savoir faire, etc. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Hein. Et c'est tellement énorme comme sujet, je peux pas te donner toutes les inégalités tellement elles sont immenses, quoi. Tu parlais justement d'éducation. Est-ce que toi, tu as peut-être des pistes qu'on peut recommander à des jeunes parents pour avoir une éducation peut-être plus égalitaire ou plus neutre en termes de genre? Alors déjà, lire le livre Cher Jawel de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est juste incroyable. J'ai pas d'enfant, mais je l'ai lu quand même. Parce que, en fait, c'est Chimamanda qui écrit à une de ses meilleures amies qui vient d'avoir des enfants les choses qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit une éducation la moins sexiste possible, pour éduquer une petite fille. Et vraiment, ce livre, il est plein de prises de conscience. Il fait partie de plein de mes prises de conscience aussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que rien n'est impossible parce que c'est une petite fille ou parce que c'est un petit garçon. D'ailleurs, je le dis bien des deux sens. C'est-à-dire que quand je dis on est conditionné, c'est autant les hommes qui sont conditionnés que les femmes. Et ça empêche autant les hommes que les femmes sur différents sujets, mais on a tous à gagner justement en liberté et à essayer d'être dans une éducation moins sexiste. Le nombre d'hommes que je connais qui se reconnaissent pas du tout dans la virilité qui dégouline de partout autour de nous, qui se reconnaissent pas du tout et qui ont du coup très mal vécu par exemple leur adolescence, qui ont très mal vécu leurs jeunes années d'adulte, mais parce que en fait, en effet, ils collaient pas au modèle masculin qu'on leur demandait d'être. Et en même temps, ils en étaient pas capables de. Enfin, ils n'avaient pas envie. Ils étaient. Enfin, et pour le coup, c'est des gens très bien. Donc, enfin voilà, c'est aussi revoir ce modèle de virilité et se dire que finalement, si un petit garçon peut aller jouer au foot, peut-être qu'une petite fille peut le faire aussi, voire peut-être elle peut le faire mieux.
Quand on dit à un petit garçon ah mais bravo, t'es trop fort, et quand on dit à une petite fille ah c'est bien, t'as bien suivi les règles du jeu, aussi il y a ça à essayer de déconstruire, c'est-à-dire qu'on dit jamais les mêmes, enfin en général on ne dit jamais les mêmes choses, enfin on ne félicite pas les enfants de la même manière en fonction du fait qu'ils soient une fille ou un garçon. Dans ma petite anecdote, ma nièce, quand elle est née, je l'ai eue toute petite dans mes bras. La première chose que je lui ai dit, alors elle était très petite et je suis pas sûre que ça a un impact, mais la première chose que je lui ai dit, c'est tu pourras être une pirate si tu as envie d'être une pirate, en fait. Parce que oui, quoi de plus masculin que les pirates? Je crois qu'il y en a 5 des femmes pirates qui ont été reconnues par l'ordre de la piraterie parmi tous les autres hommes pirates. Mais en fait, ouais, si on a envie d'être pirate, on est pirate. Quoi. Si on a envie d'être président des États-Unis, bon, il faut être élu, quoi. Ouais, Et il faut changer la majorité des citoyens. C'est ça. C'est une journée de deuil aujourd'hui. Ouais, c'est la journée difficile. Et pourtant, tu délivres quand même des messages d'espoir. Donc, Ah bah ça oui, booste. non, mais de toute façon, il faut. En fait, je suis incapable d'imaginer. Enfin, j'ai pas la personnalité qui voit tout en noir, parce que sinon, je reste sous ma couette et je bouge plus et je fais rien. Moi, j'ai besoin d'imaginer ce que ça peut être en mieux pour pouvoir agir. Et donc, oui, de toute façon, alors. Aujourd'hui est difficile parce que c'est un peu la gueule de bois on vient d'apprendre que Trump est réélu pour la deuxième fois en étant le personnage vraiment immonde qu'il peut être. Contexte international dans lequel on est en ce moment, et enfin voilà, c'est inquiétant, mais il n'empêche que j'espère qu'on peut faire mieux en France. Alors, j'aurais peut-être pas toujours ce discours et je serais peut-être alarmiste à d'autres moments, mais j'espère qu'on peut faire mieux en France. Ouais. Mais est-ce que à force de creuser justement ce sujet, de m'engager encore plus pour ce sujet-là, est-ce que mon moral ne va pas prendre un coup à force de voir toutes les inégalités qui nous entourent et toutes les discriminations qu'il y a? Et du coup, il y a un peu ce côté vertigineux où on se dit Ouais. qu'on a la prise de conscience, c'est lourd à porter, quoi. Donc, Ah, mais je comprends totalement. Et en fait, je pense qu'il y a aussi différentes phases dans cette prise de conscience. Il y a une phase où on est très, très en colère. Ce que je te disais l'autre fois, c'est. ouais. Et je pense que toutes les personnes féministes que j'ai rencontrées ont cette phase. Et une phase où on est très, très en colère parce que justement, on se dit c'est vertigineux. Est-ce qu'on pourra un jour résoudre ce sujet? Je ne sais pas si on pourra le résoudre un jour, le sujet. Il n'empêche que. Enfin, moi, je suis dans la phase où je me dis je fais de mon mieux pour essayer d'avoir une influence sur les personnes qui sont autour de moi. Si c'est juste ma nièce, bah, c'est cool. Si c'est d'autres personnes, c'est très bien. Si c'est le monde entier, mais génial, bon, j'en suis pas là. Mais ce que je veux dire, c'est de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que essayer. Mais pour tout, en fait, finalement, toutes les actions que tu auras envie de faire dans ta vie, t'en sais rien si on peut réussir, t'en sais rien si on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on ne sait pas comment les gens autour vont le prendre, on sait pas. La seule chose, c'est que si ça sonne juste pour toi, bah vas-y en fait. Et je pense que par contre, sur le fait, est-ce que je vais pas être déprimée avec ce sujet et tout, on peut l'être, on peut, mais il faut pas rester seul. C'est-à-dire que cette déprime, cette anxiété liée à nos luttes, et que ce soit les luttes écolo aussi, c'est un peu la même chose, cette anxiété qu'on peut ressentir, en fait, il faut la partager parce que déjà on la vit toutes. C'est un peu comme les sujets sociétaux, c'est que toutes les personnes qui ont les mêmes convictions ont vécu cette phase-là. Et soit en sont sortis et peuvent essayer de t'aider aussi à en sortir de cette phase négative de colère en fait et de peur de l'avenir. Et je pense qu'être entouré, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que autour de moi aujourd'hui, j'ai des meufs tellement incroyables qui font des actions tellement incroyables à leur niveau. Parfois, c'est un truc qu'on pourrait dire c'est une goutte d'eau. Mais en fait, si cette goutte d'eau, elle touche une personne, mais c'est cool en fait. Enfin, et souvent, cette goutte d'eau, en touchant une personne, elle va faire que les autres personnes vont toucher d'autres personnes, etc. Et en fait, c'est ça qu'on veut. C'est un truc qui ressemble à une petite boule de neige au départ, qui va au fur et à mesure, tout ensemble, parce qu'on est ensemble, parce qu'on s'entoure, parce qu'on est hyper bienveillante entre nous et qu'on s'encourage. C'est ça qui va faire que derrière, ça a de l'impact. Oui, on n'est pas à l'abri que Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, puisque c'est fait, et qu'il y ait un recul de certaines choses. Ok,
Mais en fait, si ensemble on lutte, enfin les luttes elles prennent de l'ampleur parce qu'on est ensemble et parce qu'on est entouré et parce qu'on est le truc qui me fait le plus de bien en tant que militante, c'est quand on manifeste dans la rue, quand on défile dans la rue et qu'on est ensemble en train de hurler dans la rue. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai fait ça, et c'était il n'y a pas très très longtemps en fait, parce que c'est des choses que, enfin, manifester en général, ça fait partie de ma culture familiale, mais par contre manifester pour le droit des femmes, j'avais jamais vraiment fait. Et la première fois que j'ai fait ça, c'est de me dire waouh, on est énormément, on est ensemble, et en fait, je suis pas seule dans cette lutte. Et il y a une autre chose que je dis, c'est, enfin d'ailleurs, c'est pas pour rien non plus que les talibans empêchent les femmes de parler entre elles. Quand on est ensemble, on est tellement fortes. Enfin, bien sûr qu'on nous a monté les unes contre les autres depuis toujours. Quand on est ensemble, on est tellement fortes. Bien sûr que ça leur fait peur. Enfin, et en fait, il faut surtout garder ça en tête, je pense. C'est ensemble qu'on arrive à faire changer les choses, ou en tout cas qu'on arrive à lutter de la meilleure des manières. Je ne sais pas si on arrive à tout changer, mais en tout cas, à lutter. Merci pour tous ces partages. Et puis, les auditeurs et auditrices ne te verront pas, mais elle a le sourire pendant qu'elle nous partage tout ça, je tiens à le préciser. Mais ça va s'entendre, je pense, au son de la voix. J'aimerais bien revenir, même si je pourrais parler des heures de ce sujet, et on l'a fait d'ailleurs, sur l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes qui souhaitent entreprendre, mais Ouais. qui ont peur justement de se lancer? Alors déjà, moi, je parle toujours d'entrepreneuriat par les femmes et pas féminin. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi agir par le langage. C'est-à-dire que quand on se dit entrepreneuriat au féminin, on a l'impression qu'il y a un entrepreneuriat au féminin et un autre au masculin. Non, il y a l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui entreprennent. Et du coup, je te parlerai toujours d'entrepreneuriat par les femmes. C'est des femmes qui entreprennent, moi, qui aujourd'hui m'intéressent et pour lesquelles je fais des actions. Euh, dans les conseils, en vrai, je vais redonner le même conseil que juste avant, je crois, c'est s'entourer. C'est-à-dire que là encore, en fait, dans tous les défis qu'on vit dans la vie, si on s'entoure pas, on est perdu. Seul, on va pas vraiment. Je déteste cette phrase qui dit seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Je sais plus d'ailleurs comment. Je crois que c'est ça. Hein. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que seul tu vas pas non plus vite en réalité pour moi. C'est ensemble on peut aller plus vite et on peut aller plus loin. Mais c'est tout en fait. Seul tu fais tes petits pas à toi tout triste et c'est tout quoi. Justement, c'est les autres qui t'apportent énormément. Et les autres, ça peut être des gens qui ont écrit un livre, enfin voilà, ça peut être un bouquin, ça peut être de la compétence qui est mise à disposition, et puis ça peut être des gens. Du coup, déjà, la première chose quand on a un projet, c'est s'entourer. Et contrairement à l'idée reçue, c'est parler de votre projet. C'est-à-dire que souvent on dit oui, mais non, c'est pas lancé, je vais pas en parler, mais parce que tu comprends, c'est secret ou enfin on va me le piquer ou ouais mais en fait non, ce qui fait la valeur de votre projet c'est la manière dont vous allez le réaliser. Donc si vous avez envie, si vous avez un projet, parlez-en, peu importe s'il y a des gens qui vous piquent l'idée, enfin en fait ils iront pas bien loin, ils le feront pas de la même manière que vous, etc. Ce qui fait la différence, ça va être vous dans votre projet. Et donc parlez-en parce que d'une part c'est pour prendre les conseils des personnes qui peuvent vous conseiller, mais c'est aussi prendre le retour des personnes à qui vous pourriez vendre votre projet. L'entrepreneuriat, pour que ça marche, il faut pouvoir vendre. Donc il faut avoir des clients, des gens qui sont prêts à acheter. Et rapidement, avant même de créer son entreprise, moi ce que je conseille, c'est de commencer à comprendre et à essayer de chercher si des gens sont prêts à acheter réellement ce sur quoi on est en train de travailler. Sinon, ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus long. Et donc, je dis pas qu'il faut pas le faire parce qu'il y a des projets particuliers où parfois c'est pas parce qu'il n'y en a pas des clients directs qu'il faut pas se lancer. Mais quand même, globalement, plus vous allez parler de votre projet rapidement, plus vous allez l'affiner, le construire et en faire quelque chose qui est pertinent pour les personnes qui pourraient l'acheter. Ça, c'est mon premier conseil. Après, j'en aurais plein des conseils, j'en aurais vraiment énormément, mais je pense que déjà, celui-là, il est pas mal. Et si tu pouvais changer une chose pour faciliter justement l'accès des femmes aux opportunités professionnelles, ce serait quoi? Ce serait très politique ce que je vais dire, mais je pense, et j'en avais déjà parlé à notre cher député de Tours, mais je pense que conditionner les aides publiques que les entreprises reçoivent au fait que l'ensemble des managers de leur entreprise soient formés aux questions d'égalité, je pense
sincèrement que ce serait presque un coup de baguette magique. Alors une formation, c'est pas suffisant, mais je pense que ça pourrait faire changer beaucoup de choses et peut-être même qu'il y aurait des prises de conscience aussi dans l'éducation des enfants, etc., etc. Je pense que déjà ça pourrait peut-être, mais je dis, hein, c'est très politique, mais ça pourrait peut-être permettre de changer un petit peu les choses au sein des entreprises. Super, on arrive bientôt du coup à la fin de l'épisode. J'avais envie de terminer sur une note légère. Si tu devais écrire un livre sur ton parcours, quel serait son titre? Et j'ai longtemps hésité, tu m'avais envoyé les questions et j'ai longtemps hésité et vraiment c'est compliqué comme question. Ma citation préférée, je pense que mon mantra en permanence dans ma vie, c'est play, don't work, donc c'est amuse-toi, ne travaille pas. C'est une citation que j'ai vue quand j'étais en DUT, donc j'avais 19 ans. J'avais un projet chez un architecte naval un jour je rentre dans son bureau et je vois cette pancarte Play Don't Work et je le regarde en mode c'est pas très sérieux quoi. Et du haut de mes 18 ans, 19 ans et il me dit bah ça te choque ça te choque qu'il y ait marqué ça? Et je dis bah ouais je sais pas, c'est un endroit où vous recevez des clients et en fait il me dit mais tu sais si je m'amuse pas dans mon travail je suis mauvais. Quand je m'amuse, c'est là où je suis le meilleur. Et en fait, ça a été un énorme déclic aussi pour moi. C'est-à-dire que de me dire, mais en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai besoin de faire les choses dans la bonne humeur. J'ai besoin de faire les choses positivement. Tu me disais tout à l'heure, j'ai le sourire, mais oui, j'ai besoin que les choses soient positives, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de ce sentiment. D'ailleurs, parfois, je donne des formations, j'ai créé des jeux, en fait, pour animer mes formations. Enfin, j'ai besoin qu'il y ait ce côté amusement, quoi. Et du coup, oui, si j'écrivais un livre, peut-être, le titre serait Play Don't Work. J'adore, trop bien. Merci Justine, c'était hyper riche et j'adore discuter avec toi. La dernière fois, c'était déjà génial et là, c'était hyper nourrissant, donc merci. Merci à toi, Charline.